Salut les marques et les smarts et bienvenue sur Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Ici, plusieurs fois par semaine, on analyse, on décortique, on critique ou on encense et comme on veut les shows de la WWE et consorts. Je suis Raphaël et je suis là pour vous parler des shows de la season premiere à la WWE. Ça y est, c'est septembre, ça y est, c'est la rentrée et je suis avec Letty qui vient de reprendre aussi la rentrée. Alors Letty, comment ça se passe cette rentrée, ça va? Salut tout le monde, bah écoute, c'est comme une rentrée, ça se passe bien, il y a des seasons premières, tout est parfait. Ah, tout le monde est gentil dans ta classe, les professeurs sont sympas? Ça va, ça va. Et de ton côté? Ah, ça va, mais Ouais. il y en a qui ont l'air difficiles quand même. Il y en a qui sont, tu sais, c'est comme tout, hein. Il y a des heals et il y a des faces. Eh ben ouais. Alors en parlant de ça, il se passe de grandes choses à SmackDown. On va commencer par le show du SmackDown. Nous étions un vendredi 13, nous étions le 13 septembre 2024 et nous étions à Seattle dans l'État de Washington. Voilà, jolie petite ville Seattle, hein, il paraît. Ouais. Voilà, si vous connaissez Seattle, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Et season première, retour sur la chaîne TV USA Network après cette époque de Fox qui a duré quelques années quand même. Tu en retiens des grands moments de ce passage sur la Fox? Tu es ému de quitter la Fox, Letty? Bah écoute, ému, pas plus que ça, mais il y avait, voilà, ils ont tenu de grands moments en tout cas, voilà, ils nous ont maintenus à une période pas facile, c'était déjà pas si mal. Voilà. Et ils sont revenus avec un nouveau logo, une nouvelle police d'écriture pour SmackDown, et surtout un show qui s'ouvre par le patron des patrons, Triple H, qui vient nous raconter un petit peu voilà, que il était là pour le premier Friday Night SmackDown il y a quelques années, contre The Rock d'ailleurs, et que là, voilà, c'est le meilleur moment de reprendre tout ça à Seattle. Il fait un petit peu de pop avec le public, et surtout de commencer par un Steel Cage Match, puisqu'on démarrera donc par ça, le gros match de la soirée et notre ouverture de show. Dans un Steel Cage Match, Cody Rhodes va défendre son titre contre Solo Sikoa, l'affreux Solo Sikoa, qui est hué par la foule de Seattle. Déjà, c'est une attaque étonnante, non? Étais-tu surprise comme moi que l'on commence direct par ce match-là? Un petit peu, oui, parce que c'est plus le truc qu'on attend en main event. Après, ils ont voulu, je pense, marquer le coup de la première, et puis bon, on verra qu'en main event, c'était pas. Il y a eu, voilà, il s'est passé quelques trucs aussi, donc pourquoi pas, mais ouais, étrange, mais bon choix, je pense. Niveau ambiance et tout ça, bon choix. Ah, c'est sûr qu'on a commencé fort. Alors, vous connaissez le principe du Steel Cage Match, hein. Les deux catcheurs sont enfermés et il faut soit en sortir, soit réussir à battre son adversaire par un pinfall ou une soumission. Alors, bon, ça a été un match violent et héroïque hein, pour Cody Rhodes. Solo Sikoa au début qui semblait insensible au coup et qui a donc été projeté par Cody de part et d'autre de la cage. Solo Sikoa a su reprendre le dessus. Mais Cody Rhodes a failli jouer au plus malin en essayant de sortir là, à un moment donné où Solo fanfaronnait un petit peu parce qu'il croyait avoir maintenu sa domination. Bref, Cody Rhodes qui a aussi essayé de s'évader par l'extérieur de la cage et qui finalement a préféré sauter dans le vide sur Solo Sikoa, crossbody. Il y a eu beaucoup de choses, hein. Il y a eu des superplex aussi depuis. On est pas mal monté sur la cage et sur le rebord. On a réussi à avoir un match tel qu'il était voulu par notre manager général, c'est-à-dire un match sans intervention. Et au final, et bien après un énième Crossroads, puisque je crois qu'il y en a passé deux ou trois, je sais plus, Cody Rhodes a réussi à conserver son titre Solo Sikoa et encore une fois de plus battu. Mais la Bloodline est mauvaise perdante et forcément les requins de la Bloodline débarquent. Donc Tamatonga, Tonga Loa, Jacob Fatu, ils arrivent. Et au lieu d'attendre que la cage se remonte, puisque bah, normalement le match est fini, la cage devrait remonter, hop, il monte sur le grillage de la cage, il rentre par le haut, et là on a les commentateurs qui hurlent, mais pourquoi on ne remonte pas la cage? C'est vrai qu'il y a un technicien de la cage là qui fait défaut, et donc eh ben, on continue le passage à tabac dans la cage, jusqu'à l'arrivée, évidemment, on pouvait l'imaginer, de Roman Reigns, le OTC débarque, euh, il se précipite et il arrive à éliminer assez vite les différents opposants. Roman Reigns croise le regard de Jacob Fatu, mais Solo Sikoa essaye de sortir tout le monde de la cage et on se regroupe. À nouveau Tamatonga et Tongaloa là qui essayent d'attaquer toujours un petit peu par derrière, mais eux ils vont
Voilà, ils vont prendre cher comme d'habitude. C'est un peu la chair à canon de la Bloodline. Un spear de Roman Reigns, un crossroads de Cody Rhodes. Et voilà, Roman Reigns et Cody Rhodes se croisent le regard sur le ring. Ils sont associés finalement dans cette guerre contre la Bloodline. Et de leur côté, ben, les méchants regagnent un petit peu leur pénate. Donc voilà, un gros segment d'ouverture. Solo Sikoa, il n'y arrive pas. Il n'est pas encore prêt pour être champion WWE. Mais c'est toujours l'enjeu du leader de la Bloodline qui se joue. Alors, est-ce que tu as apprécié cette rencontre et cette fin de segment, Letty? Ah bah, énorme match pour commencer. Comme tu l'as dit, des coups, des gros coups. Enfin, voilà, Sikoa qui effectivement au début, on a un peu l'impression que le pauvre Cody il tape un peu dans un mur. En fait, il se passe pas grand-chose. C'est comme s'il faisait pas de dégâts. Et finalement, ben voilà, le nouveau Tribal Chief qui essaye d'être au niveau de l'ancien, mais visiblement c'est pas encore ça, qui finit quand même par perdre. J'ai bien aimé quand même le match sans interruption, sans Ouais. intervention. Pour une fois, voilà, une fois de temps en temps, c'est pas mal aussi. D'autant plus que là, voilà, il pourra pas accuser je ne sais qui, tu m'as distrait ou je sais pas quoi. Il a perdu tout seul comme un grand. Roman qui vient, bah forcément, voilà, au bout d'un moment, qui son cœur balance, je pense, entre récupérer son titre ou récupérer sa bloodline. Voilà, pour l'instant, c'est Solo qui a l'air d'avoir, et surtout Jacob Fatou d'ailleurs, qui est dans son viseur, hein, j'ai l'impression. Et oui, à voir ce que ça peut donner. Et puis après, voilà, des petites alliances comme ça. Voilà, l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Donc peut-être que voilà, ça pourra donner un petit quelque chose. Ah, mais mon avis, c'est qu'on n'en a pas fini encore d'en parler pour ce soir et que c'était en opener pour une bonne raison, mais on va y revenir. On va faire un petit tour dans la division féminine, ça te dit? Parlons des Eh filles. bien, allons-y. Ah bah. Alors, bon, c'est un SmackDown, hein. Le SmackDown, c'est toujours assez court. On a eu deux segments féminins. Le premier était un match entre notre chère Michin et Piper Niven. Michin qui a gagné en même pas 3 minutes, qui a réussi à battre Piper, mais elle s'est fait bien attaquer ensuite par Chelsea Green. Donc voilà. Je ne sais pas si tu as un commentaire sur cette performance, un match très très court, mais Chelsea, hein, qui est une amie loyale en fait, hein. Elle vient défendre ses copines, hein. On aimerait bien être la copine de Chelsea. Oui, c'est sûr. Ça fait toujours plaisir de voir Chelsea. Après, voilà, je pense qu'elles sont dans une petite rivalité de low card. Ça va continuer encore un petit peu. Et, voilà, pourquoi pas. Ça leur donne un peu de temps d'écran. Et c'était court, mais bon, c'était pas hyper intéressant, mais c'était pas inintéressant non plus. Donc, non, c'était pas mal. Non, non, c'était bien que ça soit court. Je suis d'accord avec toi. Ça a pas trop pris de temps et ça faisait toujours plaisir de voir Chelsea, comme tu dis, mais elle a un peu raté le vrai moment féminin, hein, parce que là où il fallait être, c'était un petit peu plus tard dans l'émission. Ce qu'il fallait faire, c'est qu'il fallait venir interrompre Nia Jax. Nia Jax, elle est venue sur le ring et elle nous a dit qu'elle aura un match pour le titre à Bad Blood. Déjà, c'est une grosse nouvelle parce que, on va voir les statistiques, hein, mais un match solo féminin pour un titre féminin dans un de ces fameux Premium Live Events à 5 matchs, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu. Mais elle sait pas encore contre qui. Et bon, elle s'en fout un peu parce que de toute façon, elle dit qu'elle va détruire tout le monde. Alors forcément, elle est interrompue d'abord par Bayley, hein, qui est quand même la précédente, hein, la championne du règne précédent, et qui veut un match revanche. À ce moment-là, qui c'est qui intervient? Tiffany Stratton qui débarque avec sa petite mallette, elle, qui est toute belle, qui est toute pimpante. Et on a encore une intervention. Alors qui peut rester? C'est Naomi qui arrive. Ah, ça commence à faire beaucoup. Et Naomi qui nous dit: Ah, ça fait longtemps que j'ai pas été championne, ça me manque. Voilà, on verra si. Dites-nous dans les commentaires si ça vous manque aussi, Naomi championne. En tout cas, voilà, c'est un petit peu le bazar sur le ring. Et c'est là que Nia Jax a la pire idée du siècle, je trouve. Mais on va commenter ça. Alors donc, je rappelle qu'on a sur le ring Bayley, Tiffany Stratton et Naomi qui veulent une chance pour le titre. Qu'est-ce que tu aurais décidé, toi? Qu'est-ce que tu aurais proposé si tu avais été championne, ma chère Letty Nia Jax? Eh ben, j'aurais proposé qu'elles se battent l'une contre l'autre et que la gagnante aurait un match. Visiblement, Naya a pas eu la même idée.
Bah ouais, un bon triple threat, ça aurait été sympa. Et puis, en fait, non. Enfin, un triple threat ou pas du tout d'ailleurs, puisque Tiffany elle a la mallette, donc elle s'en fiche. Mais ouais, hein, moi j'aurais bien aimé ça qu'elle dise, bah allez, Naomi, Bailey, vous voulez la ceinture, et bah battez-vous l'une contre l'autre. Et non, elle nous propose un truc où elle dit que Bailey et Naomi vont affronter Nia Jax et Tiffany Stratton, un match de tag team. Celle qui fera le tombé aura le droit à un match de championnat. Donc déjà c'est un peu tordu parce que ça veut dire que Tiffany Stratton peut faire le tombé, Naomi, Bailey, mais Nia Jax aussi, et surtout les perdantes devront quitter SmackDown. Alors là, pour le coup, autant le début était un peu bizarre, autant là, l'annonce est un petit peu choquante, non? Qu'est-ce qui va nous passer? Que va devenir SmackDown sans deux de ces quatre femmes, hein? On s'interroge là. Bah, c'est vrai que enfin, j'ai trouvé ça un peu étrange déjà le concept du match tag team pour déterminer la challenger. Bon, c'était déjà bizarre, mais le côté, voilà, les perdantes partent, c'est particulier parce que soit on va perdre quand même deux personnes qui sont quand même capables de s'opposer à la championne, soit la championne carrément, enfin, qui va se retrouver on ne sait pas où. Ouais, c'est bizarre, hein. Ouais, bon, une grande preuve de confiance, en tout cas de la part de Nia Jax, qui a l'air sûre de son coup. Je suis d'accord avec toi, au début, ça m'a paru bizarre ce match de tag team. Je me suis dit, voilà, c'est un peu pourri quand même comme idée. Mais bah, je sais pas ce qui leur passe par la tête. Mais au moins, ça réveille. Et au moins, je pense qu'on va regarder ce match avec plus d'attention. On va se dire, mais où ils veulent aller et qu'est-ce qu'ils vont nous raconter? Parce qu'on va avoir ouais, deux grosses annonces en une, quoi. On aura l'affiche de Bad Blood, pardon, et ben on aura, je sais pas, peut-être un draft à Raw ou à NXT ou à la AEW. Que savons-nous? On sait pas. Et oui, on ne sait pas. Et surtout, moi, ce qui m'intéresse de savoir, c'est si Tiffany prend le tombé, effectivement, contre l'une des deux autres, est-ce qu'elle va se retourner, entre guillemets, un petit peu contre sa copine et dire, c'est bon, le match, j'y ai droit, en fait, malgré la mallette. Est-ce que, voilà, ça fait beaucoup de questions, effectivement. Qui va partir, où elles vont partir? Est-ce que Tiffany va rester copine encore longtemps? Ouais, ça remet un petit peu d'enjeu. Et puis comme tu l'as dit, ça fait quand même un bout de temps qu'il n'y a pas eu de titre, enfin en tout cas de SmackDown dans les PLE. Et là, sur 5 matchs, on va quand même avoir les deux titres féminins solo qui vont être défendus, donc c'est plutôt pas mal pour Bad Blood. Ouais, mais c'est vrai que ça va être, enfin, le pronostic est très difficile parce que comme tu dis, si c'est Tiffany qui gagne, c'est vrai qu'on a un peu de mal à imaginer Tiffany versus Nia Jax Euh, comme ça. Mais si c'est Naomi ou Bailey qui gagne, ça veut dire que les deux autres quittent SmackDown, dont la championne. C'est vrai que c'est assez étonnant. On saura peut-être plus dans les semaines à venir. On ne sait pas quand est-ce que tombera cet exil, si c'est après Bad Blood ou autre, mais en tout cas, voilà, il va y avoir du ménage chez les filles à SmackDown. Alors, en parlant de ménage, on va revenir un petit peu sur la scène masculine et sur la scène tag team. Austin Theory et Grayson Waller sont toujours là et ils sont censés affronter Kevin Owens et un partenaire de son choix. Quel mystère énorme pour Kevin Owens. Eh bien, Kevin Owens, il a un partenaire, un copain, un chauve, qui s'appelle Ricky. Ricky qui a une grosse cote hein, à Seattle. Ricky, la foule est à fond. Bon, il explique Kevin Owens, c'est pas son premier choix, mais son premier choix, visiblement, il a eu des soucis avec son Flixbus, il est un petit peu en retard, il a raté la correspondance, mais il y a une technicienne de salle qui, juste avant que le match commence, va dire à Owens, c'est bon, en fait, il est là. Alors Kevin Owens, il dit, oh, trop bien. Et du coup, bah, il dit, désolé Ricky, boum, il lui fait un stunner. Et c'est parti, évidemment, qui c'est qui débarque? C'est encore un grand chauve, mais ce coup-ci, c'est Randy Orton. Randy Orton en tag team avec Kevin Owens contre le 8 Down Under. Ça nous prendra 10 petites minutes dans ce SmackDown. Et évidemment, ça finit par la victoire des multiples champions de la WWE. RKO sur Grayson Waller. Entre-temps, on a eu le droit à pas mal de choses, hein. C'était assez fun. On a eu le double DDT depuis les cordes par Orton et Owens. On s'est projeté sur la table des commentateurs. Là, tout le monde a voulu imiter. Tout le monde se prend pour Orton. Tout le monde essaye de copier Orton dans ce coup-là. Mais voilà, c'était un moment fun. Cela dit, on commence un petit peu peut-être à tourner en rond, non, avec tous ces bonhommes. Qu'est-ce que t'en penses?
Oui, bah, après, c'est un match que j'ai bien aimé, effectivement, qui était intéressant. Kevin et Randy, de toute façon, enfin, ils ont une bonne alchimie, je trouve. Ça marche plutôt bien. Les deux autres aussi. Ils ont l'air ouais, d'avoir un petit truc les uns contre les autres, mais c'est vrai que là, ça commence à faire quand même 2, 3, 4 mois, je sais même plus, que ça tourne. On nous tease un petit peu des dissensions du côté des jeunes, mais voilà, on en parle pendant 2 semaines, après ça se tasse, après on remet un petit peu ça sur le tapis. Bon, pourquoi pas. Voilà, c'était fun, c'était intéressant, mais effectivement, il faudrait peut-être envoyer Kevin et Randy sur quelque chose un peu plus sérieux, puis un peu plus haut dans la carte par la suite. Ouais, moi j'ai trouvé que c'était Ricky qui nous avait un petit peu réveillés. Le pauvre. Ouais. Non, c'était le détail rigolo. Après, le match était fun, comme tu dis. C'est vrai que ça date, hein. Enfin, le fameux segment où Kevin Owens punch les deux à la fois, là, qui avait lancé un petit peu tout ça, j'ai l'impression que c'était durant l'époque de WrestleMania. Je sais plus quand est-ce que ça date tout ça. Mais Ouais, ça. ouais, ça les occupe plutôt bien. Et on verra par la suite. Je suis pas très inquiet pour tout le monde. Mais t'as raison, oui, il y a eu des sortes de teasing, de dissensions, puis non, puis bon, on verra. On continue. Tout ça n'est pas fini. Tout ça n'est pas derrière nous. Il y avait un dernier match à ce SmackDown, parce que voilà, il n'y a pas eu beaucoup de matchs à ce SmackDown au final, mais il était avec un certain enjeu, puisque c'était Carmelo Hayes qui affrontait Andrade El Idolo. Il y avait 2-2, je crois, ou 1-1 entre les deux, là, entre les victoires et les défaites. Donc c'était pour la finale, et surtout, le gagnant allait devenir le challenger de LA Knight. Et ben, 10 petites minutes là aussi de match, plutôt disputé, mais finalement, le gagnant, eh bien, c'est Andrade, c'est le vétéran qui prend le dessus et qui réussit à l'emporter et qui réussit d'ailleurs à, dans la foulée, défier du regard LA Knight qui est passé par là. Donc une affiche qui est validée. Alors je ne sais plus si on nous a indiqué quand est-ce qu'elle allait arriver. C'est pas pour Bad Blood, tout ça, ça va être sûrement en Là, weekly. il La me semaine semble que prochaine. c'est la semaine prochaine. Je peux me tromper, mais il me semble avoir entendu un truc comme ça. Ah ben fact-checkez-nous, peuple de ketchup. Mais voilà, Andrade, alors moi je suis plutôt content, hein. Il a ma préférence par rapport à Carmelo Hayes, même si il a un peu de mal à se construire un personnage, je trouve. Bon, c'est la- ouais, c'est le cinquième match, hein, je crois, entre les deux. J'ai trouvé que bon, il est temps que ça s'arrête là. On n'a plus grand-chose à raconter. C'est joli, c'est spectaculaire, ils savent faire des jolis moves, mais voilà, il fallait un enjeu, il faut passer à autre chose, je pense. Oui, oui, je suis plutôt d'accord. C'est des matchs qui sont toujours intéressants, qui sont voilà, agréables à regarder et tout ça, il n'y a pas de souci. Mais oui, je pense qu'on a fait le tour et il était temps que chacun passe à autre chose. Et ils on verra. Andrade, il part sur LA Knight, pourquoi pas. Voilà, puis LA Knight, il lui faut de toute façon des challengers. Donc ouais, il y a pas. Enfin, c'était intéressant. Et puis je pense que le match Andrade et LA Knight devrait être un peu explosif aussi. Donc oui, c'était pas mal. Ouais, je suis assez motivé par cette affiche. Et ça a parlé d'affiches tout au long de la soirée, puisque après cet opener donc, que nous avons décrit, hein, j'espère que vous avez bien écouté, restez concentrés, et ben Nick Aldis, il est au four et au moulin, parce que Nick Aldis, notre manager général, il a appris que Solo Sikoa et Jacob Fatu, la Bloodline, défient Roman Reigns et Cody Rhodes pour un tag team match à Bad Blood, à Bad Bloodline, le 5 octobre prochain, ça arrive très vite. Sauf que Cody Rhodes, au début, eh ben, il veut pas. Cody Rhodes, il dit non, non, mais moi, la Bloodline, c'est bon, hein, j'en ai marre, j'ai donné, c'est Roman Reigns, c'est le boulot de Roman Reigns. Ah ouais, donc là, ça nous la coupe un petit peu, hein, quand même. Mais évidemment, c'est pas fini. Et le soir, en main event, nous n'aurons pas un main event catchesque, enfin, nous n'avons pas un match vraiment en main event, nous avons Roman Reigns. Roman Reigns qui débarque et qui commence à parler un peu en nous disant que beaucoup de choses ont changé, mais pas lui. Et il nous fait un petit peu, voilà, il se montre, il se gonfle d'énergie là face à la foule avec tout son charisme. Voilà, il nous dit que lui, il est le chef de la Bloodline, que la Bloodline c'est une histoire de famille, que le Tribal Chief c'est lui, et qu'il n'a pas besoin de Cody Rhodes qui veut redevenir le chef de la Bloodline. Cody Rhodes arrive dans la foulée, et il dit bah écoute, enfin voilà, ça commence un peu tendu. Il lui dit écoute,
Voilà, t'as perdu à WrestleMania quand même depuis avril, là on t'a plus vu, c'est plus ta place, c'est plus ton ring, c'est plus toi en gros, c'est plus toi la star. Donc ils sont plutôt dans un échange tendu. Mais Solo Sikoa et la Bloodline débarquent un petit peu trop tôt. Moi je pense qu'ils auraient dû les laisser s'énerver les deux autres, hein. Franchement ça aurait été plus intelligent. Mais voilà, les méchants sont pas très intelligents et donc tout le monde attaque, voilà, Tamatonga, Tangaloa, tout le monde attaque Roman Reigns et Cody Rhodes. Mais bah, ils font pas long feu, hein. En vrai, Rhodes et Reigns ils font vite, ils dégagent vite tout le monde. Et donc, eh ben, au final, les méchants ont finalement obtenu bah, ce qu'ils voulaient, hein, puisque c'est ce qu'ils ont demandé. Roman Reigns récupère le contrat, il le signe, Cody Rhodes le signe aussi. Donc, Bad Blood, Bloodline contre les anciens ennemis du main event de WrestleMania. Une grosse affiche et qui voilà, c'est décidé comme ça. Bon, une exécution qui, moi, je trouve un petit peu. Je crois qu'il manquait un. Je sais pas, je vais te donner ton avis juste après. Je trouve qu'il manquait un petit peu le panache, ouais, avec ce côté Cody qui dit bon, non, au début non, puis qui finalement signe juste parce qu'il s'est bagarré un peu à la fin. J'ai trouvé que c'était quelque chose qu'on a vu assez classiquement. En termes de scénario, ils auraient pu nous trouver, je pense, quelque chose d'un peu plus enflammé, mais c'est une belle affiche. Et puis, bah voilà, ça y est, on va enfin voir Roman Reigns sur le ring. Roman Reigns sur le ring, pas facile à dire. Et ça, c'est pas arrivé depuis un moment, donc on est content quand même, non? Oui, 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 c'est quand même une grosse affiche. Après, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est tout le côté, bah, tout au long du show, en fait, toutes les petites vignettes qu'on a eues en backstage avec Nick Aldis, qui va aller voir les uns après les autres et qui obtient des refus de la part de Cody et tout ça. J'ai trouvé que c'était quand même bah, bien monté, en fait. Voilà, Cody l'a signé parce que, comme tu l'as dit, ils sont un peu énervés, ils se sont battus un peu. Il a dit, bon bah, voilà, vous voulez vous battre, ben voilà, vous voulez jouer, on y va, et puis c'est tout. Mais ouais, après, je suis d'accord avec toi sur le côté classique, un peu du truc. Ils auraient pu trouver un petit rebondissement, un petit quelque chose. Voilà, il aurait pu, je sais pas, moi, refuser de signer là et puis signer la semaine prochaine parce que il y aurait eu un petit truc ou quelque chose. Voilà, quelqu'un qui serait venu, je sais pas, ou un Paul Heyman qui redébarque comme ça là au milieu. Pourquoi pas? Après, l'affiche en elle-même, en tout cas, enfin moi j'ai quand même très hâte de voir ça et puis de voir surtout ce que ça peut donner bah, une collaboration entre les deux qui ont été quand même ennemis pendant bah, presque 2 ans quoi quand même. Donc donc ouais plutôt intéressant. Puis ce que j'ai bien apprécié c'est surtout la tête. Je sais pas si tu as fait attention de Solo au moment où ils ont signé les deux parce que je pense que dans sa tête il a proposé le match mais il s'attendait pas du tout à ce qu'ils disent oui. Il avait l'air un peu dépité en fait, le côté et merde dans quoi je me suis embarquée. Ça va être compliqué. Ouais, mais il a un allié de taille et ça va être sympa aussi de voir Jacob Fatou aussi. Là, il y a plein de nouvelles interactions et plein de nouvelles configurations là qui promettent un truc assez enflammé, je pense. Eh bien, écoute, Letty, on a fait ce Friday Night SmackDown. Donc il nous reste plus qu'à décerner un petit top, un flop et une note avant de passer au Monday Night Raw. Est-ce que tu as tes notes en tête? Eh bien, écoute, oui, je vais bien réussir à trouver ça. Euh, pour le top, bah écoute, même si voilà, on a parlé du côté un peu classique, tout ça, je vais quand même le laisser sur le fil bleu qu'il y a eu entre le main event, qui était quand même assez gigantesque au départ, et voilà, toutes les petites vignettes pour arriver au match signé à la fin. Donc, je vais le donner un top global à la Bloodline, Cody Rhodes, Roman Reigns, enfin, à tout ce fil bleu. Le flop, après, il n'y a rien qui était vraiment nul, on va dire. Écoute, ouais, on va dire le match entre Piper et Michin, mais plus pour le côté c'est ce qui m'a le moins intéressé. Après, comme j'ai dit, c'était pas inintéressant non plus, mais c'était ce qui m'a le moins hypé pendant le show. Et ma note, bah, écoute, un bon 3,5. C'était un show bien intéressant. Et puis, bah, on a hâte de voir la suite, hein. Et ouais, la suite au prochain vendredi, mais moi je vais changer un peu, je vais varier, mais je suis globalement d'accord avec toi. Moi je vais mettre le top à notre ami Ricky, parce que voilà, on l'aura pas vu longtemps, mais il a eu son moment de popularité. Bravo Ricky. Et ben écoute, pour parler de chauve, mon petit flop, je vais le mettre. J'ai trouvé que la promo de Triple H à l'entrée était un peu cheap.
Il n'a pas dit grand-chose de formidablement intéressant, je sais pas, il est venu, voilà, il a dit bon voilà, c'est SmackDown, on est là 25 ans après, et puis voilà, il y a un match en cage. Bon, il a fait mieux, Hunter, et je trouve qu'il aurait pu faire un petit peu mieux. Voilà. Pour faire ça, il aurait pu nous envoyer Nick Aldis ou quelqu'un d'autre. C'était pas extraordinaire. Donc, allez, on va mettre un 3,5 aussi, on va se mettre d'accord sur la note. Peu de matchs, c'est la saison première, mais on commence à placer des pions. Voilà, on a des challengers qui apparaissent, mine de rien. Voilà, on a Andrade, on a ce match tag team féminin bizarre qui s'est booké, qui aurait pu être un flop, mais qui finalement nous intrigue. Et puis, bah voilà, le fil bleu du show bleu, c'est une belle formule qui nous maintient en haleine. Bon, j'espère qu'il te reste un petit peu de souffle quand même avec tout ça. Oui, ça va aller, ça va aller. Ça Départ va pour aller. Portland. C'est parti, on va à Portland dans l'Oregon et on va accueillir donc le Monday Night Raw du 16 septembre. On est toujours sur USA Network, ça y a pas de problème. Et on commence là aussi très très fort avec CM Punk qui débarque. Alors je vous passe le fait qu'au début on voit tout le monde arriver sur le parking, ça c'est devenu un standard. Et on voit CM Punk arriver donc aussi depuis le parking jusque sur la scène. Alors CM Punk, il va nous taper une promo pour nous parler de cette histoire avec Drew McIntyre. Il l'a pensé fini, mais non, c'est pas fini. Euh, et donc, il y a une question que beaucoup de gens lui posent, c'est combien de matchs il te reste là dans ce corps vieux et fatigué et blessé. Alors, il pense qu'il lui en reste beaucoup plus que ce qu'on peut craindre. Par contre, le Hell in a Cell, honnêtement, il pense qu'il lui en reste des rows à faire. Il est un peu cuit du Hell in a Cell, il dit que sa femme lui déconseille, ses amis lui déconseillent de faire un Hell in a Cell. Mais il dit que voilà, il est de retour, il est revenu, il a eu une belle carrière, il a tout donné. Et donc il dit, bah écoute, à Hell in a Cell, à Bad Blood, Drew McIntyre, je vais te faire saigner. Il nous rappelle la fameuse phrase où il disait qu'il n'était pas venu pour faire des amis, mais qu'il était venu pour faire de l'argent. Alors il pensait pas que ça allait vouloir dire se faire un ennemi mortel, mais il s'est fait un ennemi mortel avec Drew McIntyre. Et donc il va même dire, eh ben, il faut te tuer, Drew McIntyre. Je le ferai. Si je dois en mourir, si je dois sentir mon cœur s'arrêter de battre, si ma carrière doit s'arrêter là, eh ben, qu'il en soit ainsi. So be it. Rendez-vous en enfer. Ça commence à devenir très très intense là. Moi j'ai trouvé là ce CM Punk au top du top. Bon, bah, c'est le point culminant là. Ça pourra pas aller plus loin, non? Ou alors il s'enterre peut-être à la fin. Qu'est-ce qu'on peut faire? Peut-être. Non, c'est vrai que là, l'intensité était vraiment ouais, au max. Max. Ça donne envie de voir le match. Après, voilà, effectivement, il est conscient voilà, qu'il a peut-être des limites, mais que voilà, pour pouvoir enfin fermer sa bouche à Drew, il est capable de dépasser justement toutes les limites physiques, mentales qui se sont établies sur lui. Euh, Après, oui, voilà, hâte de voir ce que ça donne. Franchement, j'ai hâte d'être à ce match. Je pense qu'on va passer à un niveau en intensité, en violence, en tout ce qu'on veut. Et je pense qu'effectivement, ce coup-ci, ça devrait être vraiment la fin de la rivalité. À moins qu'ils nous inventent un truc encore pire après. Mais en tout cas, ça sent ouais, le point culminant et la fin de tout ça. Ouais, en tout cas là, ils ont vraiment intérêt à nous sortir quelque chose d'assez violent, hein. Parce que bah avec toute cette annonce, on se satisfera pas d'un petit Hell in a Cell comme ça. Il va falloir, je pense qu'il va y avoir du sang, je pense qu'il va y avoir des outils et je pense qu'effectivement on n'est pas au bout de nos surprises. Mais moi j'ai beaucoup aimé la promo là, si pour savoir donner envie de voir un match là, c'était au top. Mais bon, il y a beaucoup de haine, hein. Il y a beaucoup de haine dans ce Monday Night Raw. Le segment suivant, c'est Sheamus qui est très très en colère contre Pete Dunne. Et puis ben il va le montrer ce soir puisque c'est le premier match de la soirée, c'est Sheamus contre Pete Dunne. Un Pete Dunne qui est très énervé lui aussi, hein, toujours avec cette tronche très renfrognée. Chacun va jouer avec ses avantages évidemment. Pete Dunne qui va tordre des bras, qui va tordre des doigts. Sheamus lui qui fait résonner plutôt ses poings sur le torse de Pete Dunne. Il le coince là plusieurs fois entre les cordes pour sa fameuse agressivité. Mais Pete Dunne aura été le plus malin. Pourquoi? Parce qu'il a sorti l'arme secrète, l'arme irlandaise, je me souviens jamais le nom là, le chili, là, je sais plus comment on appelle ça. Et, euh, et, euh,
et il va l'utiliser dans le dos de l'arbitre et il va réussir ensuite à porter un gros coup de genou, là, un coup de botte, un coup de pied dans la tronche de Sheamus pour remporter la victoire. Donc, ça y est, là, l'élève a battu le maître, on peut dire ça comme ça. Il a enfin réussi à avoir une victoire. Après, les matchs sont toujours intéressants entre les deux. Après, voilà, malheureusement, ça marche pas trop sur moi. En fait, je commence à me lasser. Enfin, j'ai beaucoup de mal en ce moment avec ces matchs-là. Je trouve que, un peu comme ce qu'on disait sur SmackDown, avec Kevin et Randy et tout ça, je trouve que ça commence à faire un petit moment que ça tourne et on n'en voit pas le bout. En fait, là maintenant qu'il a réussi à remporter une victoire, voilà, j'imagine que Sheamus va pas en rester là. Donc bon, les matchs sont toujours hyper intéressants. Enfin, j'aime bien regarder ces matchs-là, mais voilà, je pense qu'il faudrait qu'il y ait un petit truc qui vienne se rajouter dans l'histoire ou je sais pas, mais voilà, moi perso, je commence un peu à me lasser de les voir juste eux deux tout seuls. Ouais, je comprends ce que tu veux dire et ça me rappelle un peu l'époque où justement Pete Dunne alias Butch et, euh, et, euh, Bridge Holland avaient cette rivalité là contre les New Day qui n'en finissait pas. C'est Euh, ça. ils ont du mal à sortir de leur enveloppe. Mais c'est quand même un tournant un peu important. Je trouve que Sheamus se perd. Donc, est-ce qu'ils vont continuer là-dessus ou est-ce que Pete Dunne est peut-être amené à de plus hauts horizons? Tout ça, ça tutoie aussi un peu l'environnement de la scène intercontinentale. Donc peut-être que c'est une passation de pouvoir. On verra bien. Mais avec l'utilisation de cet objet en traître, là, à mon avis, tu as raison. Il y a encore des choses qui vont se passer. On verra bien. On va faire une parenthèse féminine, encore une fois. Let's Eh go. ben, allons-y. Alors, on va commencer par. Il y en a eu deux matchs ce soir. Le premier match de la soirée, c'était la revenante Natalia, qui est revenue la semaine dernière au Canada et qui a voyagé jusqu'à la frontière, hein. Natalia qui affronte Zoe Stark. Donc, c'est une guerre de clans, hein. On sait que Natalia, elle était arrivée, elle aide Lyra Valkyria et Zelina Vega. Et en face, on a le clan dont j'arrive plus à me mémoriser là, comment il s'appelle, là, le clan des filles, des méchantes, où il y a Sonia Deville aussi et Shayna Baszler. Bref, c'est Natalia qui gagne au final, qui réussit à battre Zoe Stark, malgré on va dire une certaine agressivité de la petite jeune. Voilà, retour gagnant pour Natalia qui continue d'augmenter son livre des records là. Elle devient historique. Elle ressort du placard, la pauvre Natalia, dès qu'on a besoin de boucher les trous dans les équipes. Après, bon, moi, ça me fait toujours plaisir de voir Natalia. Et puis, oui, voilà, ça anime un petit peu la division. Enfin, les matchs sont toujours quand même un peu intéressants. Donc, écoute, j'aime bien. On va voir où ça va mener un petit peu tout ça. Mais je trouve voilà, c'est Pure Fusion Collective ou un truc comme ça, je Ouais, crois, ça doit être ça. leur équipe. Et, Voilà, ouais. elle s'installe doucement. Enfin, oui, j'aime bien. Voilà, on voit un petit peu ce que ça va donner par la suite. Elles vont rester pas forcément, enfin voilà, elles vont rester, je pense, un peu en mid-card. C'est pas forcément amené à aller beaucoup plus haut, mais ouais, c'est intéressant. Ça anime un peu. Au moins, les filles ont un peu de temps d'écran, donc c'était plutôt pas mal. C'est pas les seuls qui ont eu un temps d'écran. Il y a la scène tag team féminine aussi qui a été mise en avant, mais c'est pas un match tag team puisqu'il y a eu visiblement donc une blessure du côté des ah bah ça y est, j'ai perdu leur nom, des Damage Control, ça s'appelle toujours comme ça, et donc Io Sky en solo affronte Bianca Belair dans un match qui va durer quand même plus de 12 minutes, hein, sur deux athlètes qui ont deux anciennes championnes, hein. Donc là on est quand même à l'étage au-dessus. Et finalement, Io Sky, alors qu'elle est attrapée dans un KOD, elle réussit à l'éviter. Et puis elle va faire une sorte de roll-up, tout simplement, de petit paquet. Et elle bat Bianca Belair qui n'en croit pas ses yeux, qui écarquille les yeux et la bouche. Et ben voilà quoi, c'est perdu. Donc voilà, il y aura peut-être un nouveau match tag team. En tout cas, Jade Cargill était là aussi, hein, elle s'est pris la tête à deux mains. Yosuke qui gagne, voilà, ça nous rappelle des belles heures. Est-ce que tu as apprécié là cet affrontement? Oui, c'était plutôt pas mal. Après, bon, moi, j'ai toujours un peu de mal avec Bianca Belair, donc c'est toujours un peu compliqué, mais voilà. Et puis Io Sky battant la championne, forcément, on se dit que
dès que Kairi Sane pourra combattre, forcément, ça va nous donner un petit match pour les ceintures. Donc oui, pourquoi pas. Après, ça tourne toujours autour des mêmes équipes, mais elles arrivent quand même à rendre ça toujours intéressant, malgré que ça tourne en vase quand même extrêmement fermé. Mais non, c'était pas mal. J'ai pas, pour une fois, elles ont réussi parce que j'ai pas trop de trucs négatifs à dire, donc c'est plutôt pas mal. Je suis plutôt contente. Mon côté féministe est content. Eh ben super, bravo. On a, on a gagné au moins ça cette semaine. Bon, c'est long un Monday Night Raw et il se passe plein de choses. Et puis là aussi, il y a des fils rouges. Alors là, d'un côté, c'était la Bloodline. Là, évidemment, c'est le Judgment Day, hein, les stars. Donc le Judgment Day, on en entendra beaucoup parler ce soir. Notamment, on a un match en main event hein, qui nous est annoncé, qui est Damian Priest contre Dominic Mysterio. Voilà, énorme affiche, évidemment. Et puis, il y a du monde qui s'oppose au Judgment Day. Donc, tout ce monde-là va se croiser dans les vestiaires. Donc, notamment Jey Uso qui va dire à Damian Priest, écoute, je te laisse faire ton match comme un grand, mais je regarde au cas où si jamais ça dégénère. Il y a Xavier Woods qui passera, puisque le New Day a un match ce soir contre le Judgment Day, contre JD et Finn Balor pour les titres tag team. Lui, il dit, s'il vous plaît, non, vous venez pas, personne ne vient nous aider, vous nous laissez gagner comme des grands. Ensuite, on retrouvera Finn Balor qui, lui, va croiser Rhea Ripley et qui va lui balancer mais tout ce qu'il a sur le cœur en lui disant c'est toi la pire, c'est toi l'égoïste, c'est de ta faute si moi j'ai pas été champion l'année dernière, c'est de votre faute si vous n'êtes pas champion aujourd'hui, c'était moi le méchant. Il lui dit quand même derrière Dominic Mysterio, c'est moi qui lui ai dit de te laisser tomber, de t'oublier et d'aller vers Liv Morgan. Là, on est violent. Là, on touche le petit cœur sensible de Rhea Ripley. Et Rhea, elle a dit voilà, elle a tout fait pour que ça reste une famille et que ça reste uni. Et puis, finalement, c'est Jey Uso qui débarque et qui calme un petit peu tout ça avec Finn Balor qui s'en va. Donc, il y a de la tension hein, parmi tout ce monde-là pendant cet épisode. Oui, 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 toujours beaucoup, beaucoup de tension et c'est toujours hyper intéressant de voir les réactions de chacun et toujours le côté un petit peu ambivalent, notamment de Finn Balor, où on avait déjà souligné le côté, voilà, on est le Judgment Day maintenant, il n'y a plus de leader, il y a plus, alors que bon, voilà, on est tous bien conscients que même si soi-disant il n'y a pas de leader, c'est quand même un petit peu lui le leader. Là, qui vient reprocher à Rhea Ripley son côté soi-disant manipulatif et qui prend le dessus quand elle était dans le Judgment Day, tout ça pour lui dire qu'à la fin, il a manipulé Dominique pour qu'il la laisse tomber. Toujours ce côté un petit peu ambivalent et qui est même pas caché en fait. Et toutes ces petites réactions, Jey Uso qui vient un petit peu là au milieu, la relation entre entre Damien et Rhea que je trouve hyper intéressante aussi, voilà, comme amitié qui se dégage un petit peu de tout ce chaos. Donc non, je trouve ça hyper intéressant comme fil rouge qu'on a toutes les semaines, toutes ces petites vignettes. Hein. Ouais, on a beaucoup de beaux mondes qui se croisent et beaucoup d'interactions ouais, entre les différentes. Voilà, ça crée des liens avec les scènes tag team, les scènes intercontinentales aussi. Et d'ailleurs, c'est ce qui nous arrive dans la foulée. Jey Uso, il est chaud comme la braise, on l'a dit. Et il est venu sur le ring carrément du show pour dire voilà, qu'il a bientôt un match intercontinental et que il attend toujours son premier championnat tout seul et qu'il est là pour ça et qu'il est prêt. Il est interrompu par Bron Breakker qui est accueilli par les aboiements. Hein. Ça y est, maintenant le champion est bien installé. Bron Breakker il dit écoute Jay, je t'avais dit de rester hors de cette histoire, mais tu insistes. Tu t'es là à nous dire tout ce que t'as fait, tout ce que t'as été, mais moi, tu vois, en 6 mois, j'ai fait plus en solo que toi depuis que t'es là. Et dis-moi, j'ai pas eu besoin de la famille, j'ai pas eu besoin de mon père ou de mon oncle, et que toi, tout seul, t'es personne, hein. Alors, Jey Uso, il se vexe un peu, il dit, je suis quand même là depuis 14 ans, donc quand je gagnais mes premiers titres, toi, t'étais encore en couche. Et puis, il lui fait même une remarque piquante sur sa carrière en NFL, il lui dit, voilà, tu vas être aussi, ton titre, ton règne de champion va être aussi court que ta carrière de footballeur.
Ça énerve Braun Breaker. Et là, ça pète un petit peu un plomb. Braun Breaker qui s'élance pour un spear, mais qui est contré en plein spear par un spear de Jey Uso. Et donc, il bat en retraite. Voilà, le challenger essaye de montrer qu'il est à la hauteur de ce champion, qui est pourtant un champion très très puissant, hein. On l'a vu rouler sur Sami Zayn. Et ben Jey Uso essaie de montrer qu'il a ses chances, hein, et on peut y croire à Jey Uso. Est-ce qu'on y croit à Jey Uso? Eh ben écoute, on y croit, on y croit. Euh, Hmm. voilà, l'intensité qui monte, voilà, les petits pics, les petits échanges, et puis voilà, à voir. Je crois que c'est la semaine prochaine aussi, me semble-t-il, le match, si je Oui, me je trompe crois pas. bien. Voilà, hâte en tout cas de voir ce match, et puis de pourquoi pas voir un Jey Uso enfin voilà, réussir à glaner un titre en solo. Donc ouais, je suis plutôt hypée toute cette histoire, hein. Moi, je trouve que l'alignement de Braun Breaker est parfaitement bien trouvé. Il est très très bon là, je trouve, dans son. Tu sais, ces catcheurs qu'on a vus jeunes, un petit peu comme notre regretté Bray Wyatt quand il était au tout début de la Nexus. On a vu le Braun Breaker là, il y a quelques années, qui était un peu packagé comme un Kurt Angle, un gentil, quand il était en rivalité contre Dolph Ziggler, ça marchait pas trop. Là, je le trouve là avec son blouson, avec son entrée, avec ses aboiements, et puis sa ceinture, il a un beau packaging. Donc il s'est coulé là-dedans avec facilité. Et puis chez Uso, bah, évidemment, maintenant il maîtrise, il connaît le boulot, donc ça promet de faire une belle rencontre. Ouais. Là, on va avoir, si effectivement on se trompe pas et qu'on a les deux matchs intercontinental et US la semaine prochaine, bah, il faudra bien suivre la semaine prochaine. Ça promet d'être beau là dans les deux shows. Mais là, on est toujours dans cette semaine-là et on n'a pas fini avec les matchs, et notamment les matchs pour les ceintures, puisque donc le New Day, multiples champions par équipe, affrontent JD McDonough et Finn Balor pour ce titre de champion. Et pourtant, Dieu sait s'ils ne le défendent pas souvent. Et d'ailleurs, c'est pas mal répété dans le show, hein, qu'ils n'ont pas défendu souvent, Finn Balor et JD. Je sais même pas si c'est pas la première Il a- défense. Je sais. Si, si, Ouais. c'était la première. Il l'avait encore jamais défendu en 69 jours, 70 jours, un truc comme ça. Ouais, voilà, là, il y a un souci. Là, il y a du booking de feignasse quand même, disons-le. Mais bon, on y est arrivé et ils affrontent le New Day. Le New Day qui tient le coup, hein, ils savent encore faire le job, hein. Xavier Woods, il est à fond, là, il a vraiment envie de gagner, on le sent, il est dans un mode de rageur en ce moment. Kofi Kingston aussi, comme à son habitude. Mais bah forcément, le Judgment Day, c'est pas juste deux personnes. Donc Dominic Mysterio et Carlito arrivent assez rapidement pour intervenir dans le match. Sauf que ceux qui débarquent pour les aider, et ben, pour les attaquer, c'est la LWO. Donc on a toute l'équipe de Rey Mysterio puis des uns et des autres. Ça part en bagarre totale. Kofi Kingston va grimper sur le turnbuckle et se jeter au milieu de tout ce beau monde. Et là, l'arbitre, alors qu'au milieu du ring, Xavier Woods est en train de faire le tomber, l'arbitre sort du ring. Il descend, il va voir à l'extérieur et il va voir tous ces gens-là qui sont les uns contre cette petite pyramide humaine qui s'est constituée. Il dit: oh là, arrêtez, pas bien, tout ça. Donc l'arbitre l'appelle, interpelle, il dit: ouais, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe? Alors l'arbitre il remonte, mais évidemment, bah, le tombé n'a pas eu le temps de passer. Et puis finalement, ben, le Judgment Day, qui est quand même plus en nombre, réussit à contrer tout ça et à passer un coup de grâce de Finn Balor sur Xavier Woods. Donc en plus de ça, le pauvre prend le tombé. Il est très 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 en colère, Xavier Woods. Et en coulisses, bah, il vient se confronter au Latino Clan, quoi. Il leur dit: les gars, on n'a demandé pas d'intervention, c'est quoi ce bordel? Vous nous avez écouté le titre. Et Kofi Kingston dit: non, non, c'est moi, je leur ai demandé. Je leur ai demandé d'assurer nos arrières parce que j'étais sûr qu'il allait avoir un surnombre, et c'est ce qui s'est passé. Xavier Woods, il est un peu deg, il dit: écoute, enfin, comment ça se fait que les Mexicanos, là, ils sont au courant de tes plans et pas moi, ton partenaire, et puis depuis quand on a besoin de quelqu'un? Alors que Kingston, il dit: bah ouais, mais on n'a plus Biggie. Ça fait quand même un paquet d'années qu'ils n'ont plus Biggie maintenant, hein. Et donc Xavier Woods, il comprend pas tout l'argument, il dit: bah attends, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi je suis pas assez bon? Enfin bref, il y a encore de l'eau dans le gaz. Et honnêtement, je suis plutôt d'accord avec Xavier Woods premièrement, mais je suis quand même un peu déçu que personne mentionne le fait que l'arbitre s'est comporté comme une tanche et que ça mériterait au moins un rematch, ça. Depuis quand les arbitres s'intéressent plus à ce qui se passe à l'extérieur que sur le ring? C'était n'importe quoi, non? Ah ben c'était clairement n'importe quoi. Je me suis posé la même question. Enfin, logiquement, voilà, soit il compte s'il y a besoin, soit il leur dit de remonter. Mais enfin, il reste sur le ring, il fait son taf, qui visiblement n'a pas été le cas. Et ouais, c'était rien que ça, c'était déjà curieux.
Après, le match en lui-même était plutôt intéressant, et puis surtout, voilà, tout ce qui s'est passé après avec entre le New Day, surtout qu'ils ont répété plusieurs fois les commentateurs qu'on s'approche des 10 ans du New Day. Donc je me dis, Ok. vont-ils arriver aux 10 ans? C'est une bonne question. Ou est-ce que ça va péter ce jour-là? Est-ce que, voilà, on ne sait pas trop, mais je pense qu'il va se passer un truc à cette date-là. J'ai pas la date exacte, mais en tout cas, ils ont répété au moins 3 ou 4 fois le 10-year anniversary plusieurs fois. Donc, je pense que c'est une date qui va marquer quelque chose entre les deux. Et ouais, Kofi, je sais pas, il réfléchit bizarrement parce qu'effectivement, enfin Biggie, ça fait maintenant bien 2 ans facilement qu'il est plus là. Et oui, à la place de Woods, on serait tous un peu énervés. Bah Hein, ouais, ouais, ouais. le côté, je suis plus assez bon pour toi. Enfin, voilà, on le comprend. On est d'accord avec lui en fait. Ouais, alors je regarde, c'est bon, le New Day, ils ont fait ils ont commencé le 22 juillet à Main Event, dans l'émission WWE Main Event 2014, mais le premier vrai match a priori officiel, c'était lors d'un TLC, donc c'était le 14 décembre 2024. Bref, peut-être que la WWE a une autre date que je n'ai pas là en regardant ce site précis qui est Wikipédia. Mais ouais, bon, la décision arbitrale a un peu gâché le truc, je trouve. Après, le reste est assez légitime. Et puis, ouais, comme tu dis, on sent qu'ils construisent un truc. Moi, j'aimerais bien que Biggie apparaisse, quoi. Que Biggie, il est clairement pas en état de catcher, mais il passe son temps à faire les interviews, les pré-shows, les plateaux de la WWE. Il mériterait de venir un petit peu s'impliquer dans cette histoire, je trouve. Et pour les 10 ans du New Day, ouais, ça serait logique qu'il soit là. On le veut. Biggie, Biggie. Bon, on n'a pas Biggie ce soir, mais on a quand même quelques bons gros morceaux de viande, hein, même plus que Biggie, puisque nous avons un match entre Bronson Reed et Braun Strowman. Alors, ça n'en finit plus cette rivalité, souvenez-vous, ils se sont éclatés à travers des voitures l'autre fois. Et là, ils vont aller presque encore plus fort, puisqu'avant même que le match commence, au moment où ils sont sur le ring, Braun Strowman projette Bronson Reed sur le turnbuckle là entre les cordes, et en se retirant Bronson Reed, il arrache les cordes du haut du ring. Donc, le ring est pété, image catastrophique, image séismique. Mais ça n'arrête pas les deux hommes, hein, qui vont se mettre sur la tronche à l'extérieur du ring, qui vont se projeter dans les barricades, ils vont tout péter. Bronson Reed attrape un fan dans le public et le jette sur Braun Strowman. Incroyable. Ça, c'était. Alors, c'était un peu mal filmé, j'ai trouvé sur le moment, mais après, on a eu les ralentis. Voilà, incroyable. Un projectile humain. Et puis, on est parti dans les vestiaires, on s'est défoncé à travers les vous savez, hein, les caisses qui sont sur des roulettes là, qui traînent par là, et ça finit quand même par passer à travers un mur. Alors, pas un mur porteur, hein, rassurez-vous, ils éclatent un mur et il y a des caisses qui tombent. Il y a les poubelles, je crois que c'est les poubelles qui sont là. Et encore une fois, on finit avec les deux hommes trop monstrueux pour être debout. Ils sont tous les deux écrasés, ils gisent mutuellement l'un sur l'autre. Et avec les équipes techniques, les responsables qui s'agitent dans tous les sens et qui disent allez, va chercher, venez. Et puis c'est la pagaille. Donc c'est un no contest, c'est un non-lieu, mais on commence à avoir un lot de segments. J'ai oublié que Braun Strowman a renversé au passage une petite voiturette, si ma mémoire est bonne. Donc là, c'est une bagarre de mâles dominants qui n'en finit plus, mais qui est spectaculaire quand même, hein. Ah oui, pour être spectaculaire, c'est spectaculaire. Et ouais, on voit qu'il y a une haine, enfin dans les gestes, la portée des coups. Enfin, on voit voilà qu'ils s'aiment vraiment pas. Et on se demande où ça va s'arrêter puisque maintenant ils en sont effectivement à se balancer des gens littéralement sur la tronche. Donc Ouais. voilà, je me dis la carte, je crois, est complète, mais c'est presque le genre de un street fight ou comment dire, je ne trouve pas mes mots ce soir. Un Tu no sais, holds barred. ouais, voilà, un truc comme ça où le décompte peut se faire un peu n'importe où. C'est quelque chose qui passerait plutôt bien sur un pay-per-view, notamment comme Bad Blood, en fait, où là, concrètement, on en attend des choses spectaculaires, de la violence, tout ça. Donc j'aurais bien vu ça comme ça, mais me semble-t-il, il y a déjà les 5 matchs qui sont plus ou moins bookés, à moins que Triple H change un petit peu de formule pour en rajouter, je ne sais pas.
Mais ouais, en tout cas, j'ai hâte de voir où ça va s'arrêter parce que je pense qu'il y a une telle animosité que ça va pas s'arrêter maintenant. Ouais, je suis tout à fait de ton avis et on l'a déjà dit sur le Discord aussi où on vous invite à nous rejoindre, le Discord Catch-up. C'est cette formule à 5 matchs qui est toujours la même là depuis plus d'un an à la WWE, qui n'a pas bougé pour le moment et qui donne des premium live events solides mais assez similaires avec que des matchs qui durent assez longtemps. Ça nous prive un peu des grosses surprises, des squash matchs ou autres. Je me dis qu'il y aurait peut-être une petite place si jamais Nia Jax fait un match un peu rapide ou Liv Morgan aussi, mais ouais, je trouve que là, typiquement ces mecs-là qui nous impressionnent, hein, les deux. Moi, je trouve que Bronson Reed, ça fait quelques mois là qu'il nous a impressionnés. Il a envoyé Ricochet à la retraite, etc. Mais Braun Strowman, qu'on n'avait pas vu depuis longtemps, ben, se rappelle un peu à notre bon souvenir et ça fait plaisir. Donc j'aimerais bien aller voir se voir offrir un beau spot. Bah, ça peut être, ça pourrait être en premium live, ça sera sûrement à Raw, mais que ça continue comme ça, moi ça me plaît bien. Hâte de savoir ce qu'ils vont nous inventer parce que là, comme tu dis, on est allé assez loin dans la créativité quand même. C'est sûr. Et c'est toujours pas fini pour ce Monday Nitro, il nous reste encore quelques bons segments. Comme on disait, il y a une vraie scène très très occupée là entre les différents challengers, champions, etc. Jey Uso, il est autour de la ceinture intercontinentale. Il y a des anciens champions du titre intercontinental qui sont aussi en train de se tirer la bourre. Sami Zayn est arrivé sur le ring pendant que Adam Pearce était avec Ludwig Kaiser justement dans les vestiaires. Il a dit: ah bah tiens, regardez qui c'est qui est à la télé là sur l'écran. Ah, il y a Sami Zayn. Sami Zayn il débarque et il dit bah voilà, il veut son match contre Gunther et il dit voilà, il me dit que je suis pas de son niveau, mais enfin bon, on se souvient tous de ce qui s'est passé à WrestleMania 40. Gunther il a peur que je le batte. Évidemment il est interrompu, Sami Zayn, par Ludwig Kaiser qui vient lui dire: écoute, c'est ridicule, Gunther c'est un champion ultra dominant, il y a eu un miracle une fois, mais il n'y en aura pas deux, t'auras pas ton match, tu veux pas te faire humilier, tu veux pas te faire ridiculiser. Et Sami Zayn, il essaye un autre angle et il dit: écoute, moi voilà, je veux montrer à tout le monde que je suis le meilleur, mais toi-même, Ludwig Kaiser, tu penses pas que tu devrais faire sans Gunther là, toi aussi tu veux être une star, t'as quand même brisé ton équipe là, t'as fini avec Giovanni Vinci, qu'on n'a pas revu d'ailleurs, tiens, à SmackDown, le pauvre. Et puis ben voilà, tu devrais montrer que t'as aussi des envies de gagner en solo quoi. Gunther arrive et Gunther, bah, voilà, forcément, il dit: bah, écoute Ludwig, t'as quelque chose à me dire? Et Ludwig, il dit: bah ouais, il y a quelque chose que j'ai envie de dire et que j'ai sur le cœur depuis longtemps. Et là, il se retourne et il frappe Sami Zayn et il passe un petit peu à tabac. Et Gunther prend le micro en disant à Sami Zayn: écoute, c'est toujours non, toujours pas de match. Voilà. Donc bah, le champion s'en va, sauf que de son côté, Ludwig Kaiser, qui pensait finir un petit peu le boulot avec Sami Zayn, il se prend une souplesse et un Helluva Kick dans la tête. Et donc bah, Gunther, il est à l'extérieur du ring, il voit ça et il dit: c'est pas si bon que ça les affaires. En tout cas, ça fait 3 noms. Comment Sami Zayn va-t-il réussir à s'imposer là? Il va falloir. Alors visiblement déjà, ce qui est formidable, c'est que on a un champion à qui on laisse le choix de décider si oui ou non il affronte son challenger. Adam Pearce, il a l'air de dire: oh non, bah, s'il veut pas, il veut pas. Donc c'est bien le rôle de general manager, c'est pas très utile. Mais voilà, Sami Zayn, il va falloir qu'il aille chercher des arguments. Qu'est-ce qu'il va pouvoir faire là maintenant? Est-ce que tu as une idée, toi? Tu ferais quoi si tu étais Sami Zayn? Ah bah, c'est une excellente question. Je ne sais Ouais. pas du tout. Et voilà, là, on monte un peu en intensité. Il essaye voilà, de rentrer un peu plus dans sa tête chaque semaine. Là, maintenant, on commence en essayant de, de le retourner, entre guillemets, contre Kaiser. Ça marche pas encore. Et là, justement, je trouve qu'on est en plein dans ce qui rend le truc d'autant plus intéressant. Ce qui a manqué en fait à SmackDown, dont on parlait tout à l'heure, c'est ce côté, on attend tu sais, le petit déclic, le truc qui va faire voilà, que 3 noms vont se transformer en, non mais il déconne, enfin il est complètement con, bien sûr que je vais le battre et il va signer. C'est un peu ce qui a manqué à SmackDown où ça s'est fait en 3 secondes où les deux ont dit bah tiens c'est bon, on signe, on se met en équipe. Là, on est vraiment dans le côté
voilà, c'est toujours non, et chaque semaine, on va se dire, mais jusqu'où, justement, Sami va pouvoir aller pour provoquer le oui. Puisque, enfin, voilà, enfin, on se fait pas trop d'illusions, ça va se finir par un match quand même. Donc, justement, jusqu'où va-t-il être obligé d'aller? C'est toute la question. Et là, je t'avoue que moi, à mon niveau, ça risque d'être une bonne surprise parce que j'ai aucune idée de ce qui pourrait bien se passer dans cette histoire-là. Bah ouais, il faudrait ou qu'il arrive à s'en prendre vraiment physiquement à Gunther, je ne sais pas, lui causer une grosse humiliation. En tout cas, comme tu dis, le temps presse et on vient de dire aussi que la carte à 5 matchs était bien. Donc tout ça, ça sera peut-être pas pour Bad Blood, hein, ça sera peut-être pour un Monday Night Raw, on ne sait pas encore. Mais voilà, il va falloir rivaliser d'ingéniosité de la part de Sami Zayn pour trouver ce qui fera craquer Gunther. Mais tout ça nous amène au main event, et donc le main event c'est Damian Priest contre Dominic Mysterio. Alors les abords du ring sont très remplis, hein, puisqu'on a tout le Judgment Day qui est là, Carlito qui est là avec sa pomme, Finn Balor, JD McDonough, Liv Morgan d'un côté, Rhea Ripley de l'autre. Bon, il y a quand même un énorme écart physique, et sur une bonne partie du match, ça fait pas trop de plis, hein. C'est Damian Priest qui défonce un peu Rey Mysterio dans tous les sens, qui le traîne, la foule aime bien, mais il y a toujours des coups du sort, et puis il y a toujours des interventions extérieures. Donc il y a notamment Liv Morgan qui va aider à casser un tombé en mettant le pied de Dominique sur la corde. Alors là aussi, j'ai trouvé qu'elle l'a fait d'une façon où si l'arbitre l'a pas vu, c'est quand même un peu une tanche. Parce que, Ouais. mais bon, on n'a pas eu le temps d'y revenir dessus, puisque Liv Morgan s'est fait attaquer par Rhea Ripley. Voilà, on est parti dans tous les sens. Ça s'est bagarré un peu à l'extérieur du ring. Damien Priest qui avait les devants, il s'est fait un peu avoir. Il a reçu un suicide dive de Dominic Mysterio. Il est passé un peu à travers la table. Puis on est revenu sur le ring. Dominic il tente des 619. Voilà, il se prend pour son papa, hein. Il a beau dire, mais il fait tout ce qu'il faut. Mais voilà, il y aura quand même du gros monde tout autour du match. Euh, et au final, eh ben, écoute, Damian Priest, il réussit quand même un énorme sur South of Heaven. Il réussit à battre Dominic Mysterio. Mais comme toujours, c'est pas fini, hein, parce que la victoire, elle est de courte durée quand on est face au Judgment Day. Et évidemment, tout le monde débarque, ils se réveillent, là, les Carlito, ils attaquent tous Damian Priest. Jey Uso débarque à toute vitesse, sauf qu'il n'est pas le plus rapide. Il se fait cueillir par un énorme spear de Braun Breaker qui le renvoie, qui le renvoie loin, hein. Je pense qu'il a chopé de Jey Uso, il a renvoyé limite direct dans les tribunes. Et ça laisse le champ libre au Judgment Day. Et le Judgment Day, encore une fois, puisque j'ai l'impression que ça fait déjà 2 ou 3 fois qu'on voit cette scène, hein, finit le show en ayant porté tous les finishers possibles, les Oblivion, les coups de grâce, etc. Et avec donc Damian Priest et Rhea Ripley qui ont perdu, qui ont gagné le match, mais qui ont perdu le segment. C'est le Judgment Day qui domine. C'est le Judgment Day, la force dominante de Monday Night Raw. Et après ce soir, on continue de le croire, hein. Ils nous ont encore montré une démonstration de supériorité numérique et de supériorité intellectuelle peut-être, parce qu'à force, ils sont bien gentils, les gentils, mais à arriver toujours en sous-nombre et à finir toujours par prendre branlée, est-ce qu'on devrait pas changer un petit peu la tactique là? Peut-être, peut-être se trouver voilà, d'autres techniques ou d'autres alliés, je ne sais pas, à voir, mais le match était plutôt intéressant, comme d'habitude. De toute façon, un match de Damian Priest en général, il n'y a pas trop de soucis à se faire. Dominique, voilà, qui était dominé, évidemment. Les, les interventions ringside qui étaient quand même assez impressionnantes pour certains moves. Rhea Ripley qui fait passer Liv Morgan par-dessus la table, enfin qui finissent toutes les deux sur les genoux et au pied de Wade Barrett, c'était quand même assez impressionnant. Et après, bon, voilà, comme tu l'as dit, la petite fin où à 2 contre 5, forcément, à un moment donné, ça coince. Et justement, ça fait se poser pas mal de questions sur comment est-ce qu'ils vont réussir à faire pour prendre le dessus, puisqu'ils ont chacun leur match au prochain PLE. Donc voilà, est-ce qu'ils vont jouer le nombre aussi ces jours-là? Est-ce que ça va se faire vraiment en 1 contre 1? Est-ce que voilà, ça fait beaucoup de questions et c'est une histoire de toute façon qui est, je trouve, hyper passionnante et on a absolument envie de voir ce que ça va donner et ce qui va se passer
par la suite et à quel moment les gentils vont enfin réussir à prendre le dessus. Parce qu'effectivement, comme tu l'as dit, ça fait quelques semaines, je pense que ça doit dater de leur victoire en fait au dernier PLE. Je crois que depuis là, chaque semaine, ils terminent Ouais. couchés l'un sur l'autre au pied du Judgment Day qui est le grand vainqueur pour l'instant de l'histoire. Hein. Oui, oui, comme tu dis, il y avait eu la fois là où notre pauvre Réa s'était coincé le pied dans les cordes. Enfin, oui, oui, ils ont pas la recette magique encore, hein. Mais bon, écoute, on va avoir un prochain Monday Nitro avec déjà 2-3 affiches, hein, qui nous sont indiquées. Bon, déjà, Sami Zayn va affronter Ludwig Kaiser. Il y aura le titre intercontinental qui va être mis en jeu. Et le grand absent de ce Monday Nitro, au final, c'est le segment de Bray Wyatt, enfin des Wyatt Six. On a un petit clip, hein, mais qui ressemble beaucoup à tous les clips qu'on a pu déjà voir, où voilà, un petit peu un truc un peu dark, où ça clignote avec un QR code. On aura un clip aussi des American Made qui nous racontent ils sont forts, mais on dirait qu'on est un peu en train de s'éloigner là de cette rivalité. Je ne sais pas si on les reverra les uns contre les autres. Ils vont peut-être se trouver des nouvelles proies là, les Busards. En tout cas, ils n'étaient pas là ce soir, ce qui nous a pas empêché de dérouler un show bien rempli. Mais je vais te laisser la parole, Letty. Quel est ton top, ton flop et ta note pour ce Monday Night Raw? Eh ben, écoute, pour ma part, le top, ça va revenir au Judgment Day, Terror Twins, enfin toute cette histoire, Jey Uso aussi au milieu, euh, puisque voilà, ils utilisent, comme d'habitude, la totalité quasiment du show avec des petites vignettes un petit peu régulièrement. Ils ont eu quand même 2 matchs, dont le main event, donc tout ça c'est voilà assez intéressant. Ça mélange Jey Uso, ça mélange aussi le titre justement de Braun Breaker aussi un petit peu là au milieu. Donc voilà, pour moi, ce sera le top de la semaine. Le flop, écoute, pas par rapport au match, mais par rapport à ce que j'ai dit au départ sur le côté un peu lassant, je trouve, de l'histoire. Je vais le donner à Sheamus et Pete Dunne. Parce que voilà, c'est ce qui m'a le moins intéressé sur cette émission. Et la note, écoute, je vais rester sur un bon 4,25 parce que c'était vraiment un show que j'ai trouvé passionnant. Enfin, on n'a pas vu les 2 heures passer. Voilà. Et à la fin, limite, on en voulait encore plus. Donc voilà, 4,25. Eh ben ouais, un excellent show à Monday Nitro. Je suis d'accord avec toi et je vais mettre la même note que toi, 4,25. On va commencer comme ça. Moi, je vais mettre mon top. Alors, je comprends très bien que tu l'as mis à tes petits chouchous, à Damien Priest et autres. Je vais le mettre au mien, je vais le mettre à mon petit chouchou parce que CM Punk nous a fait quand même, j'ai trouvé, une sacrée promo pour ouvrir le show. C'était intense, c'était dense. Bon, textuellement, c'est un discours qu'on a déjà entendu, hein, je vais go to hell, etc. Mais il l'a parfaitement bien exécuté, je trouve. C'est quand même un pro. Je suis d'accord avec ton flop. C'est vrai qu'en premier match pour chauffer la salle, finalement, c'était assez oubliable la performance de Sheamus. Mais quand même, je vais un peu tirer sur l'ambulance ce coup-ci. Je veux dire que les matchs défilent avec Natalia, Sonya Deville, Zoe Stark, etc. Moi, ça m'a pas emballé beaucoup. Donc c'est plutôt ça que je vais mettre en flop. Et cela dit, globalement, je suis d'accord avec toi. J'aime beaucoup, moi, je sais pas comment travaillent tous ces scénaristes ensemble, ils travaillent bien, mais tout ce réseautage en fait autour du Judgment Day avec, comme tu l'as dit, Jey Uso qui vient aider un petit peu sa copine, sa nouvelle copine Rhea, mais qui aussi est lié à Bron Breakker, donc du coup ça fait des interventions à la fin, puis Bron Breakker qui est un peu lié aussi à Ilja Dragunov qu'on a croisé, qui du coup se retrouve ennemi du Judgment Day, et puis tous ces gens-là ont tourné autour du titre intercontinental, donc ça relie quand même un petit peu à Sami Zayn, à Gunther. Enfin, on sent qu'il y a une vraie division, en fait, qu'il y a un vrai corps. C'est pas juste des mecs qui enchaînent des 1 contre 1 et on passe au suivant. Tout le monde peut interagir avec le New Day qui se mêle là-dedans et un Xavier Woods un petit peu sur la mauvaise pente, mais qui relie un peu les cordes. Et puis, mine de rien, toujours, même s'ils ont moins de poids, les Mexicains qui sont toujours un peu tendus avec le Judgment Day, contre Carlito, contre Dominic Mysterio. Donc, voilà, il y a une vraie histoire avec un scénario, un chapitre, et des chapitres qui se déroulent jusqu'au chapitre final. Donc c'est vraiment très très bon, et c'est vrai que le petit regret, je trouve, c'est que en fait voilà, ça se transmet pas assez dans les premium live events parce qu'on aurait bien aimé, comme tu as dit, avoir un Braun
Bronson Reed, Braun Strowman. Moi, j'aurais bien aimé que le match intercontinental il soit à Bad Blood, ça aurait été cool, ou qu'on imagine un match, je sais pas moi, une stipu de Sami Zayn contre Ludwig Kaiser, par exemple, pour qu'il ait un match après, tu vois, qu'on retarde un petit peu l'échéance, mais les affiches des Premium Live, pour le moment, je trouve que ça reste encore un peu trop sage. On met un ou deux matchs titres mondiaux, on a Cody Rhodes forcément, on a la Bloodline forcément, quelques filles, mais on donne pas assez de shots, je trouve, à des mecs comme ça qui sont plutôt mid-card et qui pourraient en profiter pour faire une grosse prestation devant des milliers de spectateurs. Ça serait méritant pour quelques-uns là. Oui, 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 je suis plutôt d'accord avec toi. Voilà, mais on va quand même pas se plaindre, on est sur une bonne période. Et puis, bah, il nous reste un peu de temps, mine de rien, parce que Bad Blood, c'est le 5 octobre. Donc là, on était sur le 13 et le 16 septembre. Donc il nous reste encore 2 Raw. Il nous reste encore du SmackDown. Bah voilà, restez connectés, peuple de Catch-Up. Continuez de nous écouter, continuez d'écouter Catch-Up, les super Catch-Up. On félicite aussi les camarades qui se lancent parfois dans des solos. C'est vraiment pas toujours évident de pouvoir se retrouver les uns les autres autour de notre passion. On a des emplois du temps très très chargés pour la rentrée. Donc on essaye de vous caler aussi des choses, de créer des tag teams de commentateurs. On essaye de trouver notre Wade Barrett à nous, notre Tessitore à nous, voilà, je sais pas moi, notre Cathy Kelly, notre équipe, quoi. Il nous manque peut-être un general manager pour superviser tout ça. On verra ça si on en a un jour. Mais en tout cas, suivez-nous, n'hésitez pas à interagir, à donner vos avis, que ce soit sur la chaîne YouTube, donc Catch Up, que ce soit sur toutes les plateformes de podcast. On est partout, de Deezer à Spotify, etc. Et puis, le Discord, Catch Up, pour venir en discuter à l'écrit. On peut faire des réactions live, on a des bannières où on peut discuter sans se spoiler. Enfin voilà, on a tout. On parle aussi de la IW, de la NXT et même de la scène française. Donc venez nous retrouver. Et puis Letty, merci d'avoir été avec moi pour cette analyse. Ça a été un plaisir de te retrouver. Eh ben, plaisir partagé. Merci à toi pour cette présentation. Avec plaisir, toujours là pour parler de catch. Toujours avec les fans de la WWE de Catch-Up. Donc, écoutez, pour la prochaine, ça sera peut-être moi, ça sera peut-être toi, on ne sait pas, ça sera peut-être Irem, ça sera peut-être Giscal, on ne sait plus. On verra la suite au prochain numéro. Ciao Letty, ciao à tous. Salut Raphaël, salut tout le monde. Go to hell.